Donc, l'Académie d'architecture n'est pas tout d'abord un centre d'archives. C'est une association régie par la loi 1901, reconnue d'utilité publique, autonome juridiquement et financièrement, composée de 350 membres. Elle a pour mission de promouvoir la qualité de construction par des actions de valorisation de la production architecturale, de l'enseignement et de la recherche. Elle organise des conférences, des séminaires, des journées d'études et décerne des prix et récompenses chaque année aux différents acteurs de l'architecture et du bâtiment, ainsi que des prix aux étudiants et aux jeunes diplômés, les prix du livre et les prix de la recherche distinguant la meilleure thèse de doctorat en architecture tous les 2 ans. Donc, la collection des dessins qui fait la fierté de l'Académie d'architecture, elle n'est pas vraiment au centre de ses préoccupations, occupée par la production contemporaine et les conditions de ces productions. Donc, fondée en 1953, l'Académie d'architecture succède à la Société centrale des architectes, créée en 1840, dont l'objectif d'organiser la profession dans un moment où son statut n'était pas clairement défini. En s'appuyant sur ce système de cooptation, d'hier jusqu'à aujourd'hui, la Société centrale, composée d'architectes diplômés des Beaux-Arts de Paris, des prix de Rome, des chefs d'atelier, d'architectes de bâtiments civils et des membres d'instituts, constitue un réseau de pouvoir censé être l'élite de la profession. C'est à ce titre qu'elle revendique l'obtention du monopole du jugement en architecture et réussit, malgré son effectif limité, à représenter les architectes auprès des instances publiques à la fin du XIXe siècle. En parallèle, ayant l'ambition de former une société savante, la Société centrale, déclarée établissement d'utilité publique, motive la constitution d'une bibliothèque dont les acquisitions sont régulièrement publiées dans les bulletins de la Société à partir de 1848, suscite la collecte des dessins par les dons et les legs, publie la revue L'Architecture, organise des congrès nationaux et internationaux et décerne des prix et récompenses. Donc, ayant en grande partie accompli ses missions professionnelles, la Société centrale est refondue en 1953 pour devenir l'Académie d'architecture, association à vocation culturelle qui n'intervient plus dans la défense des intérêts de la profession de l'architecte. Donc, l'Académie d'architecture hérite ainsi la bibliothèque de la Société centrale et son importante collection, principalement des dessins du 19e, qui continue à l'enrichir, toujours par des dons et des legs, de façon très sélective. Donc, l'acteur déterminant de cette évolution est l'architecte urbaniste Paul Dufournet, qui est le conservateur de l'Académie de 1971 jusqu'à sa mort en 1994. Dans son article « La collection des dessins de l'Académie d'architecture » publié au Cahier de l'Académie en 1981, il sollicite les membres de l'Académie et les familles de ceux qui sont décédés de contribuer à accroître un cabinet de dessin d'architecture et il se sent obligé, je cite, de justifier l'intérêt d'une telle entreprise tant les goûts pour ce genre de collection lui semblent nouveaux en France. Durant les années 80, il entreprend alors un travail de classement et de description qui aboutit en 1988 à la parution de ce premier volume du catalogue de la collection de dessins, photographies, médailles, portraits et bustes du 19e siècle, financé par la fondation new-yorkaise Richard Lounsbery. Donc, on voit ici un ensemble très diversifié, comme c'était déjà mentionné par des participants avant concernant les collections des architectes. Donc, en 356 pages, ce catalogue présente l'inventaire détaillé de 719 notices, dont la grande partie, donc 491, sont consacrées au dessin. Puis les photographies, les médailles, les étons, les portraits gravés et les bustes. Et, donc, la collection est classée à l'intérieur, vous voyez, par nature d'objets, donc dessins, photographies, etc. Et par la suite, par fonds d'architecte et par projet. Donc, chaque notice contient un nombre inégal de pièces, certaines dépassent la centaine.
Intimement lié au système des beaux-arts et à son enseignement fondé sur la pratique des concours au sein des ateliers qui entraînent pour les grands prix et préparent à la conception des édifices publics, cette collection est essentiellement composée de beaux dessins, des carnets de croquis et des recueils de voyages qui informent sur la formation de l'architecte. Toutefois, au-delà des références bibliographiques, la collection du 19e fait l'objet d'une stricte description matérielle des pièces sans aucune information complémentaire, cotée par une simple numérotation croissante de 1 à 719, en adoptant ainsi la posture du collectionneur face à un ensemble diversifié, mais précieux et clos. Ces beaux dessins sont considérés comme des œuvres autonomes qui n'ont pas besoin de métadonnées. Donc, à guise d'exemple, l'inventaire du fonds précieux de la Brouste ne mentionne même pas l'existence des papiers de l'architecte, un ensemble d'environ 2000 pièces contenant entre autres sa correspondance. La Brouste est tantôt l'expéditeur, tantôt le destinataire, et qui permettrait de restituer son positionnement au sein d'un réseau d'acteurs. Donc, le catalogue du 19e siècle ne contient tout simplement aucune pièce écrite. Et au long des 2 décennies de son mandat de conservateur, Dufournet réussit à constituer une collection importante du 20e siècle, grâce toujours aux dons de ses membres, tels que Josely, Prost, Boutrin, Expert, Nirmans, Laprade, Bédouin, etc. Donc ici, vous avez toute la liste des fonds des architectes du XXe siècle, du 2e catalogue. Donc, financé par Getty Grant Program, le second catalogue de la collection, qui couvre cette période de 1890 à 1970, est publié 10 ans après les premières, en 1998, sous la direction de l'architecte et historien Peter Wittenhoff, précédent responsable de la collection. Donc, on parle dorénavant des fonds d'architectes, même s'il ne s'agit jamais de fonds complets, et on traite les pièces écrites au même niveau que les dessins, sous le terme toutefois d'archives. À 447 pages, le catalogue du XXe siècle fait la description de 39 fonds d'architectes, avec 1255 notices, qui se décompose en de nombreux documents appartenant à 3 catégories, dessins, photographies et archives. Donc, l'ensemble des collections du 19e et 20e siècle de l'Académie privilégie la phase de la conception du projet et l'architecture en tant que composition, même si celle du 20e siècle donne une place importante à l'urbanisme et contient les esquisses préliminaires et la documentation écrite. Son catalogue adopte aussi une cotation évolutive, insère des biographies des architectes et indique la provenance des fonds. Juste après l'édition de ce 2e catalogue, dans les années 90, l'Académie investit des sommes considérables pour son budget au matériel de conditionnement, notamment pour les fonds du 19e. Donc, la question cruciale reste toutefois quel sens donner et comment comprendre le rassemblement de ces objets très diversifiés et fragmentaires, et dont le fil unique qui les traverse est l'adhésion des auteurs à une même association, donc de la Société centrale à l'Académie d'architecture. La collection du 20e est déposée depuis l'an 2000 au Centre d'archives d'architecture contemporaine, appartenant dorénavant à une nouvelle série constituée par les fonds de la collection très riche du Centre d'archives d'architecture contemporaine et elle est intégrée sur la base de données ArchiWebTur. Donc, ce transfert qui facilite les chercheurs a eu lieu au moment où les locales loués par l'Académie pour les fonds du XXe siècle n'étaient plus disponibles et surtout juste après que les conseils, un an après, que les conseils de la concurrence a mis fin à la série centrale des prix des travaux des bâtiments. Pratique jugée après 35 éditions durant 115 ans, anticoncurrentielle. Donc, la série des prix, qui est devenue une référence incontournable à l'estimation financière d'ouvrages et de prestations pour les maîtres d'œuvre et les entreprises du bâtiment et des travaux publics, avait assuré à l'Académie des revenus importants
qui lui ont permis d'acquérir d'ailleurs son présent emplacement, siège à l'ancien hôtel de Solne à Place de Vos. Donc, l'arrêt brusque de cette activité a provoqué, comme vous imaginez, des dommages très importants et la perte définitive de sa source principale de revenus. Donc, des collections aux archives, à défaut d'une politique d'acquisition, ainsi que des règles de gestion et de sélection des archives publiques, pour comprendre l'essence du rassemblement de ces fragments de fonds, dont le fil unique qui les relie n'est que l'adhésion des auteurs à une même association, il faudrait s'intéresser à l'histoire de l'association elle-même, donc de la Société centrale à l'Académie d'architecture. C'est l'association, d'ailleurs, en tant que réseau d'acteurs, qui a motivé la constitution de la bibliothèque, qui a suscité la collecte des dessins par les dons et les legs, a privilégié un mode d'acquisition très sélectif, en cassant ainsi les fonds, a publié des revues, organisé des congrès, décerné des prix, etc. Donc, une association qui avait l'ambition de s'imposer comme une communauté savante au sein de laquelle se développe une logique et une culture spécifique. Donc, permettez-moi un petit détour. Personnellement, j'avais consacré une longue période à étudier pour ma thèse de doctorat un chapitre très connu de l'histoire de l'architecture, les Siam et les Timtem. Donc, pour faire ceci, je m'appuyais sur les archives administratives, correspondances, réunions, résolutions, au lieu de mettre en avant les doctrines et les projets, et j'avais analysé les Siam en tant qu'organisation créée en parallèle des assemblées éphémères qui sont les congrès, et dont la structure et le mode de fonctionnement constituaient un enjeu et une condition pour le déroulement de l'action et les controverses générationnelles. J'étais alors persuadée de la nécessité d'entreprendre, sans faire évidemment de connexion entre les Siam et l'Académie, mais j'étais persuadée de la nécessité d'entreprendre le traitement des archives qui concernaient l'association elle-même, considérées par l'Académie comme des documents administratifs sans valeur, et donc qu'il ne pouvait pas être l'objet du service de conservation concerné par les dessins et, dans le meilleur des cas, les notices biographiques des membres, et repoussé dans les caves. Donc, depuis l'an 2000, quand j'ai succédé à Peter Uitenhof, j'ai déposé cette demande à chaque nouveau président de l'Académie d'architecture. Donc, il a fallu attendre 15 ans. C'était les journées d'études qui accompagnaient l'exposition Les Trésors de l'Académie d'architecture, organisée grâce à Paul Catrin, président de l'Académie à l'époque, et Jean-Pierre Pénon, qui ont marqué les points de départ de cette opération. Donc, la session principalement consacrée aux institutions a permis, celle-ci, a permis de constituer un petit noyau de collègues enseignants-chercheurs qui, au fur et à mesure, s'élargit. Donc, coordonné par Estelle Thibault, le projet de recherche exploratoire La Société centrale des architectes 1840-1889, organisation professionnelle ou communauté savante, financé par l'Université Paris-Est, a permis la mise en place d'un séminaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux des uns et des autres. Et parmi eux, Sarah Blouin, qui consacre sa thèse de doctorat sur l'organisation de la profession et le rôle, entre autres sociétés professionnelles, de la Société centrale des architectes. Donc, cela a permis aussi la numérisation d'une grande partie des documents du 19e, parmi eux les manuscrits fragiles des procès-verbaux durant le 19e siècle, des divers organes de la Société centrale, donc ceux du bureau, du conseil et des assemblées générales. Et en parallèle, s'est constituée une commission dite de conservation avec des membres de l'Académie d'architecture sensibles à cette question. Ce sont notamment des membres associés, c'est-à-dire des non-architectes, comme Sylvie Clavel, Mireille Gruber, et dirigée par l'actuel conservateur Benjamin Mouton. Le traitement des archives administratifs s'est fait depuis 5 ans maintenant avec l'aide des stagiaires de l'école des Arts. Et le classement de la Société centrale est en grande partie fini, mais nous avons toujours
des soucis de place. Donc, actuellement, des travaux sont en cours pour augmenter la capacité de rangement dans la salle de conservation au rez-de-chaussée. Pour vous donner un exemple concret de l'avancement de ces travaux, alors, le traitement des demandes d'admission des membres de la Société centrale nous a permis d'identifier les réseaux de parrainage des acteurs de cette société qui fonctionnent toujours par cooptation. Donc, parce que chaque fois, vous avez la demande et après les commentaires des parents. Et donc, on a pu, pour chaque année, rétablir ces réseaux. Donc, il reste évidemment à l'analyser, je vous invite. Donc, les traitements des archives historiques de l'Académie ainsi que des archives orales et de la bibliothèque contemporaine est actuellement en cours. Et on peut alors parler d'un déplacement d'investissement pour des raisons évidentes des collections de dessins déjà classés vers les archives administratives et la bibliothèque contemporaine, dont l'objectif sera de rendre lisible la vie et les activités de l'Académie actuellement. Donc, ces déplacements s'accompagnent toutefois d'un changement de compréhension sur ce qui pourrait être important pour la mémoire, la recherche et l'histoire. Donc, un exemple significatif est la dernière acquisition de fonds de Jean-Pierre Pénon, qui est composé des documents principalement de ses recherches et de l'enseignement, et qu'il va se transférer directement de Nantes à la Cité d'architecture contemporaine. Donc, c'est le premier fonds de l'Académie d'architecture composé majoritairement des documents qui ne sont pas des dessins. Et, les archives dites historiques produites de façon organique par l'association elle-même sont bien évidemment loin de constituer un fonds exhaustif. Elles étaient pour la majorité stockées dans les caves, sans aucun traitement préalable, ni tri. Et ce que nous avons aujourd'hui entre les mains est le résultat du hasard, voire des pertes, catastrophes et destructions volontaires. Et, toutefois, elles nous ont permis de comprendre un fonctionnement et d'établir un premier système de classement qu'actuellement on est en train de réviser afin de mettre en place un tableau de gestion pour les archives courantes et intermédiaires. Donc, bon, ça c'est une première pour l'Académie. Donc, ce n'est pas pour imposer un ordre préétabli aux archives courantes, mais pour assurer la production de certaines traces et améliorer la lisibilité des futures archives historiques. Ceci ayant constaté l'état beaucoup plus problématique et lacunaire des archives de l'Académie d'architecture en comparaison de celles déjà problématiques de la Société centrale. L'Académie, alors productrice de ses propres archives non publiques, n'est soumise à aucune règle officielle de collecte et de tri. Pour délimiter le plus possible les pertes, à la demande de Paul Catrin et de Jean-Pierre Pénon, et l'avis émis par le Conseil des archives, l'ensemble des collections et archives de l'Académie sont classées en tant qu'archives historiques par arrêté du ministère de la Culture le 12 octobre 2017. Donc, collection fragmentée, archives et archives partielles qui ne répondent jamais à l'exhaustivité ou l'intégrité des fonds. Elle témoigne aussi cette relation difficile, voire ambiguë, que cette association entretient avec sa propre histoire, tout en étant, malgré tout, la première à se lancer dans une collecte des objets variés, dessins, livres, photos, d'architecture en France. L'histoire de ces acquisitions et la pratique des mises en archive, même désorganisées, reste à faire. Pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé de traces et de preuves pour faire ça. Donc, je vous remercie.